Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile Doménibus, Philippe David. En ces périodes de fête que l'on vous souhaite très heureuse, nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui avec Philippe David, Philippe Bilger qui est avec nous, Jean Dorido, docteur en psychologie, Samuel Botton, expert en communication chez Step Conseil. Et n'oubliez pas ce joli cadeau que vous allez pouvoir peut-être remporter. Le sapin de Noël Sud Radio. Bah oui, parce qu'on a encore des cadeaux sous le sapin, nous c'est pas fini, hein, Noël c'est pas maintenant. C'est jusqu'au 24. Bah oui, voilà. Jusqu'au 24 et aujourd'hui vous allez pouvoir remporter un robot aspirateur iBot Z5 de la marque Easy Clean. J'ai l'impression de vendre une voiture tellement iBot Z5, c'est fou, c'est fou. En tout cas c'est une voiture autonome parce que il est canon, moderne, efficace et autonome. Le futur du ménage, c'est déjà peut-être chez vous. Et pour ça, il va vous falloir envoyer un SMS en écrivant SAPIN sapin. Vous l'envoyez au 7 20 18 et là, bam, le standard explose. Dingue. Eh bah oui, tout le monde appelle. Même moi j'envoie des SMS, on sait jamais. Est-ce qu'on peut demander à Easy Clean, Easy Clean. Et ça veut dire quoi, Philippe Bilger, Easy Clean? Facilement propre. Voilà, nettoyage facile. Oui, mais c'est bien essayé. Non, c'est bien. Vous n'allez pas me chipoter sur l'anglais. But you are French. Your English is not good. Oui, c'est ça. But better than yours. Voilà. Chers amis. Flash même en anglais. Hein. Une fois qu'on a envoyé ce cadeau, tout de suite, la page s'ouvre sur Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Le coup de gueule de Philippe David. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village et même de deux villages. Un très grand, Toulouse, et un moins grand, mais bien connu pour son fromage, Coulommiers, dans la Seine-et-Marne. Pourquoi deux villages si éloignés qui n'ont pas grand-chose à voir? Parce que l'irresponsabilité y est équivalente quand on voit les tristes records dévoilés par la presse ces derniers jours. Commençons par Coulommiers, où un quinquagénaire a provoqué un accident de voiture début décembre. Un accident de voiture, heureusement, sans dommage corporel pour qui que ce soit. Mais un accident de voiture qui aurait pu tourner au drame quand on apprend que le responsable, ou plutôt l'irresponsable, avait 7,92 grammes d'alcool par litre de sang, c'est-à-dire près de 16 fois la quantité autorisée. Une quantité qui ne l'a pourtant pas empêché de prendre le volant, même s'il a fait un coma éthylique après avoir été pris en charge par les secours. Continuons avec Toulouse, où le record d'excès de vitesse de l'année a été battu début octobre sur la 64, à proximité du périphérique toulousain. Dans une zone limitée à 90 km/h, un homme de 23 ans a été arrêté par les forces de l'ordre alors qu'il circulait à 252 km/h, ce qui fait un excès de 162 km/h. Il n'avait pris ni alcool ni stupéfiant, mais le véhicule de location a été envoyé en fourrière directement et son permis retiré sur le champ. Pourtant, un point commun relie ces criminels de la route. Les deux ont été contrôlés par les forces de l'ordre, dont un après avoir causé un accident. Et quand on voit à quel niveau de dangerosité sont certains sur les routes, je pense que plutôt que les bandits manchots qui vous flashent dans des zones non dangereuses mais très lucratives, il faudrait remettre du bleu partout sur les routes de France et de Navarre. Cela permettrait de mettre hors de nuire ce type de chauffard cité dans ce coup de gueule, mais j'oubliais, en matière de sécurité routière, on pense beaucoup plus rentabilité que sécurité. Cherchez l'erreur. Wow. Le taux d'alcoolémie de Coulommiers, je n'ai jamais connu ça dans ma vie. Et ce n'est pas le record. On disait qu'à 5,5 le gars il y a déjà eu du 12. 12 ? Ouais, il me semble qu'il y a déjà eu du 12. À Marseille, peut-être, oui, c'est comme la sardine qui bouge. 7 et quelques, c'est 7,92. Non, là, c'est quand même très très costaud. Non, mais vous vous rendez compte quand même des gens comme ça. on a failli vivre le pire. Mais comment des gens peuvent oser prendre leur voiture? Enfin, pardon, moi je... Oui. On a vu, hélas, des drames. Mais quand est-ce qu'ils vont comprendre, en fait? À quel moment ils vont comprendre? Non, mais je vais vous prendre un exemple. Moi, j'ai fait, je suis pas loin de 2 millions de kilomètres. J'ai soufflé 3 fois au contrôle d'alcoolémie. Les 3 fois, j'étais négatif.
Mais comment expliquer qu'on fasse si peu de contrôle, notamment de l'alcool et de la drogue au volant? Parce que rappelons que le nombre d'accidents et de morts dus à l'alcool et à la drogue sont les premiers facteurs. Pourquoi est-ce qu'il n'y a jamais un contrôle là-dessus? Alors que, je peux vous dire que quand vous voyez certains radars, comment ils sont planqués, le but c'est de faire de l'argent, c'est pas autre chose. Surtout qu'on teste les chauffeurs de car, mais vous êtes aussi dangereux, ivre-mort sur l'autoroute, qu'un chauffeur de car avec des enfants à l'intérieur. Il y a des combines, en fait, souvent ils laissent le moteur tourner pour ne pas avoir à ressouffler quand vous passez des cars de touristes avec le moteur qui tourne. C'est pas pour la clim, c'est pour pas être obligé de souffler pour repartir. C'est un chauffeur de car qui m'a expliqué ça. Parce qu'en fait, ils ont des contrôles d'alcoolémie, ils doivent souffler dans le car pour démarrer, sinon ça démarre pas. D'accord. Et donc, comme il y en a quand même dans la profession qui boivent pas mal, ils se débrouillent pour être à peu près à jeun quand ils démarrent, et puis après toute la journée, voilà, ils le laissent. Il ne faut pas jeter l'opprobre sur toute la profession. Bien sûr, c'est une infime minorité. Est-ce qu'on connaît la marque de la voiture qui est la 250 Ça change pas grand-chose. Oui, j'ai le nom de la marque, je l'ai dit. C'est français, c'est allemand. Volkswagen. A priori, ce serait une Golf R qui est hyper puissante. J'utilise ça pour les go fast en général. Donc, allez-je vous dire, oui. Philippe, vous nous prenez deux cas qui sont exceptionnels. Après, je vais me faire l'avocat du diable. Des contrôles, il y en a. À des endroits stratégiques, à des moments opportuns. Je pense que vous faites les sorties de boîtes de nuit. Vous n'avez pas une seule boîte de nuit populaire où il n'y a pas un contrôle à 200, 300 mètres de la boîte pour justement voir ce qui s'y passe. Et là, pour le coup, on est face à des gens qui sortent, qui ont bu, qui ont fumé, qui ont fait tout ce que vous voulez. Donc on est sur deux cas qui sont assez exceptionnels de par la situation. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, en termes de prévention, de sécurité routière, il y a des pas immenses qui ont été faits. C'est-à-dire, on a bien progressé. Après, si vous me posez la question, moi, l'interdiction d'alcool au volant, elle serait pure et simple. C'est-à-dire, c'est même pas 0,2 grammes ou ce que vous voulez. C'est zéro. C'est zéro. Vous avez bu, vous conduisez pas. Le vinaigre de la salade, pour quand même pouvoir... Non, zéro. Vous avez fumé de la drogue, vous conduisez pas. Donc, et après... Je veux dire, ça bosse, les forces de l'ordre, elles sont là, elles le font, mais on peut pas contrôler les gens non plus à 8h du matin quand ils déposent leurs enfants à l'école. C'est drôle, je vais prendre un peu de temps parce que quand vous regardez, pour vous endormir, vous regardez les enquêtes sur les chaînes de télé et les gens disent, quand ils ont pris du cannabis, ils disent j'ai fumé ce week-end. Et le gendarme lui dit, il lui dit, mais c'est quand même interdit, monsieur. En fait, les types se justifient en disant mais j'ai fumé de la drogue ce week-end. Et en fait, c'est alors que c'est interdit, que ce soit le week-end, la semaine, en voiture. Pas c'est interdit en fait. Et je ne sais pas ce qu'ils comprennent pas dans cette. La drogue est interdite. Point final. Voilà. Mais à force de ne pas réprimer, les gens considèrent que la transgression chez soi n'est plus grave. Mais poser la question différemment. Vous avez évoqué la situation dans la campagne de 2002. Bon, écoutez, voilà ce que j'en pense. Tout le monde s'en fout. Mais non, mais je parle rarement. On vous a dit que vous aviez raison. Non, mais je parle pas de vous. Je dis je ne donne jamais mon avis, mais là je trouve ça dingue. Puisque là on va être dans des fêtes de fin d'année, qu'on va sortir forcément de la belle famille, de machin, ça va être des drames, et c'est ça qui me rend dingue, alors que ça devrait être des moments heureux. Allez, vous restez avec nous dans un instant. En France, un meurtre ou un assassinat se produit en moyenne toutes les 8 heures. La violence poursuit sa montée en 2025. Les homicides ont bondu de 8% en un an. Et on vous pose cette question: en 8 ans, plus 43% d'homicides, la France est-elle devenue un coupe-gorge? Eh bien, vous dites oui à 89%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et moi, je le dis oui, la France est devenue malheureusement un coupe-gorge. On en parle dans un instant. Soyez les bienvenus. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Soyez les bienvenus ici sur cette radio. Vous êtes tous les bienvenus, bien entendu. Il y a marqué Parlons vrai, donc il nous arrive, bien entendu, à Philippe et à moi de donner notre avis. Et vous aussi, ce numéro de téléphone qui est pour vous, 0826 300 300, quel que soit le moment, vous pouvez débarquer à n'importe quel moment, justement. Comme quoi, je m'emballe les pinceaux. Allez, tout de suite, la question du soir. La France a peur. Demandez la police, ne quittez pas. Il y a de la violence dans la société. La France et les Français ne sont plus en sécurité. Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Les hommes de non-droit n'ont pas leur place dans une république et dans un état de droit. Appelez la police! Appelez la police! Les choses se sont durcies ces dernières années. Et des mesures d'urgence s'imposent. Quand on arrive en ville,
Avec cette question, donc, sachez que 43% d'homicides en 8 ans, la France est devenue, donc, pour la plupart d'entre vous, un coupe-gorge et ça monte depuis, sur 8 ans, 43%, augmentation de 43% depuis 2017, Philippe Bilger. Alors, l'évolution est tout à fait préoccupante, plus que ça, entre les homicides et les tentatives d'homicide, parce qu'on a totalement raison de relier ces deux processus criminels, puisque ça fait une différence pour la victime, bien sûr, mais l'intention homicide est rigoureusement la même. Et donc, c'est très préoccupant, et c'est pas le lieu, me semble-t-il, pour développer les raisons qui font que de plus en plus, lorsqu'on est confronté à un conflit, à une contradiction, à un aléa, eh bien, de plus en plus, on utilise les moyens extrêmes que, à juste titre, on dénonce. Deuxième élément, si je m'en tiens à ma conception du terme coupe-gorge, je ne dirais pas que la France est un coupe-gorge. Elle est victime trop souvent de transgressions criminelles, mais on peut encore vivre et sortir sans avoir la certitude accablante d'être victime de quelque chose. Alors, le chiffre est effrayant. Alors, ça me rappelle, cela dit, ce que disait un vieux professeur de médecine à ses étudiants. Il disait, les statistiques, c'est comme les bikinis. Ce que ça montre est intéressant, mais ça cache l'essentiel. Et j'aimerais quand même mieux comprendre d'où vient cette progression inouïe des homicides. Il y a quand même en France un problème majeur depuis plusieurs années qui est le narcotrafic. Et on sait bien que le trafic de drogue, ça fait énormément de morts qui sont des homicides nouveaux qui n'avaient pas lieu. Pourtant, il y avait un temps. Je serais quand même pas étonné qu'il y ait un rapport de cause à effet. Totalement. Parce que je rejoins Philippe Bilger. Oui. Ça dépend des endroits toujours pareil, mais il y a quand même plein de centres-villes qui sont quand même très très sécures, me semble-t-il, en France. Direction Saint-Gaudens avec David qui est avec nous. Bonsoir David, 0826 300 300. Bienvenue sur Sud Radio. Oui, bonsoir Cécile, bonsour Philippe et bonsoir à vos invités. Merci de me donner la parole. Avant de répondre à votre question au sens propre de la France est-elle un coupe-gorge, je voudrais répondre au sens figuré en ayant une pensée pour les éleveurs et agriculteurs du Comminges, car ce soir on apprend un nouveau troupeau touché, donc l'abattage de plus de 60 bêtes prévu dans la semaine. Donc coupe-gorge, on a aussi un coupe-gorge agricole, si je puis dire. Ouais. On va en parler entre 19h30 et 20h. C'est l'agriculteur. Je salue mes amis éleveurs du Comminges. Donc voilà. Pour en revenir au sujet, effectivement, pour moi, alors coupe-gorge, c'est peut-être excessif, mais comme le soulignait votre intervenant juste avant moi, effectivement, il faut se pencher sur les facteurs. Donc il y a le narcotrafic, effectivement, qui est un gros sujet. Avec lequel on a encore eu récemment à Toulouse encore une tentative, ou je crois même un assassinat encore sur Toulouse hier ou avant-hier. Oui. Et ensuite, en fonction des centres-villes, on va aussi avoir affaire à une population, je vais dire, qui arrive de pays qui n'a pas le même rapport à la vie et à la mort que nous. C'est vrai. Et pour qui donner la mort à quelqu'un, alors je vais pas dire que c'est un geste simple, mais c'est quelque chose qui porte moins, en fait. C'est un réflexe qui peut avoir des conséquences graves, tentative de meurtre ou autre, mais on est face à des populations qui n'ont pas la même inhibition que nous dans certaines situations, que ça soit une simple altercation ou ce genre de choses. Et puis je rappelle quand même qu'aujourd'hui on tue pour 5 000 euros quand même. Oui, pour les contrats. Pour les contrats. Et parfois on tue, excusez-moi, on peut même tuer pour une cigarette qu'on n'a pas donnée ou pour un regard. Ouais. Un vol de 20 parce que là, j'étais sur le narco, c'est pour ça. Samuel, bonjour. Justement, j'ai attaqué la lecture de Cartel Nord ce week-end et ils ouvrent le livre avec une citation de Hayam, Petit Frère, et tant je connais la chanson par cœur, tant de le voir relire et poser sur papier, ça m'a mis un choc. Parce que 2 jours avant, on avait eu le débat avec Philippe, justement, comme vous le disiez, sur les meurtres à 5 000 euros. Et tout était là sous nos yeux depuis les années 90. C'est-à-dire, en lisant ces quelques lignes, je me suis dit, finalement, rien n'a changé. On est face à une jeunesse qui veut faire de l'argent, qui est prêt à aller dans l'hyperviolence. Je rejoins le propos de Jean où, effectivement, les causes sont dans le narcotrafic. Et il y a eu un regain de rivalité entre gangs à partir de 2017. Ouais. Je parle notamment sur Marseille, et ça peut aussi s'appliquer sur Saint-Denis et d'autres.
Donc c'est aller chercher dans les causes. Après, comment est-ce qu'on explique la violence et surtout comment on peut faire, alors c'est horrible de le dire comme ça, mais c'est aussi une réalité, la distinction entre les morts. C'est-à-dire si vous me posez la question d'un règlement de compte, je n'ai aucune peine, je n'ai aucune pitié. Si vous me parlez d'un règlement de compte où il y a un dommage collatéral, là tout de suite c'est plus la même chose. Et alors si vous me parlez d'un innocent qui a rien demandé à personne et qui se retrouve tué, là on est dans le dramatique. Donc je pense que la France reste quand même un pays où la sécurité et l'ordre règnent, parce qu'on a passé notre temps à vanter les mérites de l'action de Gérald Darmanin, même si elle est très contestable. Les chiffres sont... et des JO, je rappelle. Mais pour les JO, on avait les polices du monde entier qui sont venues nous donner du renfort. Oui. Alors qu'il y avait tous les Parisiens étaient partis. Mauvais augure à l'époque qui prédisaient vraiment alors le pire. Ils disaient quelle horreur, tu restes à Paris, ça va être effrayant. C'était magnifique. C'était le paradis. Je suis régalé. Donc voilà, toute la question, c'est essayer de comprendre cette violence et surtout de faire la part des choses entre finalement des voyous qui se tuent les uns les autres et l'honnête citoyen, lui, qui est il y a eu le cas à Marseille, qui passe entre les balles. Une jeune femme qui avait une balle perdue. Vous avez même 3 règlements dans la nuit. Le paradoxe, c'est que sur le narcotrafic, c'est un article du Figaro que j'ai lu juste avant de venir. Il explique, et c'est assez... ça montre à quel point il y a une perversion même dans la diminution des crimes, parce qu'il y avait 2 bandes qui sévissaient dans le narcotrafic. Une a été éliminée par l'autre, et donc naturellement les crimes ont été moins nombreux. C'est toujours pareil. Là aussi, ça dépend de la période, de la durée sur laquelle on regarde. Il peut y avoir au niveau microscopique une baisse, mais quand on regarde plusieurs années... Il y a une chose qui est terrible, parce qu'on parle de ce nombre de morts, toutes les 8 heures. Mais le pire, c'est quand on regarde les tentatives d'homicide. Là, c'est pas plus 43% en 8 ans, c'est plus 89%. C'est-à-dire quasiment un doublement. Mais il faut quand même rappeler une chose. Les chiffres seraient bien pires, et ça j'en ai parlé avec des médecins urgentistes, si la médecine d'urgence n'avait pas fait des progrès colossaux, notamment pour stopper les hémorragies, etc. etc. Donc aujourd'hui, on peut dire que la France est un coupe-gorge. Quand dans un pays, une personne peut mourir toutes les 8 heures, parce que c'est quand même la réalité, c'est terrifiant. Et je le disais, c'est pas que des règlements de compte entre narcos, c'est pas des drames terribles comme Soukaina à Marseille qui prend une balle perdue parce qu'un type tire à la elle bachotait chez elle une étudiante brillante de ses cours, un type rafale un point de deal, manque de peau à la calage, manque de peau elle est au-dessus, une balle perdue, terminée. Là, c'est... Je prends l'exemple qui s'est passé, heureusement la personne n'est pas morte, place de la Nation, le gars de la RATP, à qui on demande une cigarette, il veut pas donner de cigarette, je comprends, il n'est pas marchand de tabac, s'il veut des cigarettes, il va se les acheter, le type sort un couteau, le plante, et il se retrouve en urgence absolue à l'hôpital. Mais où est on y revient toujours, où est le surmoi? Le surmoi qui en psychanalyse, vous êtes psychologue et pas psychanalyste, empêche de faire des choses, merci, ils vont apprécier, que la morale réprouve. Où en est-on pour être tombé si bas? Encore une fois... David, vous pouvez réagir quand vous voulez, vous êtes à l'antenne. Tellement de situations différentes, il faut distinguer les féminicides, il faut distinguer les crimes du narcotrafic, il faut distinguer, on a des enfants qui meurent de mauvais traitements de leurs parents, il faut le crime crapuleux d'une personne complètement désinhibée, justement, comme vous dites, peut-être sous l'emprise de toxiques. Donc c'est-à-dire que le chiffre, certes, il était effrayant, et ça ne pose pas une question, ça pose plein de questions, parce qu'il y a quand même plein de tentatives différentes. Mais ce qui est fou, c'est l'âge. C'est-à-dire qu'ils ont entre 12 et 19, 20 ans. C'est-à-dire qu'on a une tranche d'âge. Mais vous savez, je rejoins ce que disait Samuel tout à l'heure. Attendez, David, on vous écoute. Pardon. Non, mais la problématique, elle est là. C'est Philippe qui disait où est le surmoi. Mais aujourd'hui, voilà, on a des gens qui ont dépassé ce surmoi, entre guillemets. Ils ont plus cette inhibition. Pour certains, on est dans la violence permanente. Et pour d'autres, alors, moi, on m'a toujours dit qu'à la culture baisse, la violence augmente. Donc on a aussi ça, en fait. Leur seul moyen d'expression, c'est la violence. Notre auditeur a complètement raison. Le langage, l'absence de langage, ça empêche de développer sa pensée, et ça crée une violence absolument terrible. Et c'est un fait que c'est quand même pas nouveau. Il y a un film à revoir, Assassin, de Mathieu Kassovitz. C'est un film qui doit avoir 30 ans, et le film, qui est d'une violence inouïe, se terminait sur un gamin, un préado, qui jouait avec une console de jeux vidéo à tout shooter comme ça sur un écran, et on comprenait dans le film que c'était de la graine d'assassin, précisément. C'est bien de nous raconter la fin, je ne l'avais pas vu. On connaît le coupable. On le connaît dès le début.
David, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2025 6, parce que 5 c'est un peu... c'est un peu tard. Alors 25 c'est un peu tard, et puis de toute façon j'ai eu pas mal de choses intéressantes. Bon, et 26, alors si c'est que pour moi, un nouveau bouclier pour le Stade Toulousain. D'ailleurs, je vous rappelle qu'on doit se faire un apéro tous les deux, Cécile, par rapport à ça. Comme ça, on le sort, comme ça, c'est joliment glissé. Dites donc, c'est quoi, c'est une demande en mariage? Non, mais les David sont des gens qui ont beaucoup de charme, que ce soit leur prénom ou leur patronyme. Oui, Cécile tient ses promesses. Avec plaisir, avec plaisir. Écoutez, j'en serais ravi. Alors, je vais vous donner mon numéro à l'antenne, 06. Non, ne vous inquiétez pas, je l'ai déjà, Philippe me l'a donné.